tous les jeunes qui veulent sortir un peu de la, entre guillemets, de la rat race. Voilà, ça se posait beaucoup de questions de comment être libre, comment atteindre sa liberté financière, géographique. J'ai fait, je pense, un parcours, je veux dire, beaucoup de gens passent par là, tu vois, trading, e-com. Combien est-ce que un bon closer peut gagner selon toi, genre en 2026-2027, sur les prochaines années? Parce qu'à 18 ans, j'ai travaillé dans le social là-bas, donc c'était, je vais pas dire très dur, mais j'étais payé une misère, tu vois, j'étais payé 700 € par mois. J'ai commencé le closing il y a un an, tout pile. On me dit, Hugo, t'es premier du challenge. Ça fait 150 000 € de chiffre d'affaires. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas de grosse expérience dans le closing, il peut intégrer un challenge avec toi par exemple, ou avec un gros HOS sur du Yomi Denzel, du Yann Darwin, des gros challenges pour faire vraiment du cash? Moi, si j'ai un conseil à te donner aux closers, c'est vraiment... Bienvenue l'équipe, aujourd'hui on est dans le podcast des Big Man, 16 cartels, en présence de Hugo. Je te laisse te présenter à la caméra. Hello l'équipe, enchanté, merci Akram pour l'invitation. Et puis je vais essayer de vous donner le plus de valeur possible dans ce podcast et let's go. Yes, du coup est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, on va dire? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as atterri dans le closing, dans la sphère du head of sales et tout? Du coup moi écoute, Hugo, 24 ans, bientôt 25. J'ai commencé le closing il y a un an, tout pile. Tu vois, j'ai commencé le closing, on était en janvier 2025. Le 1er janvier 2025 pour être... Un an quoi. Un an pile, là on est le combien là aujourd'hui? On est le 28 janvier 2026. Ça fait presque un mois et un mois, tu vois. Ça fait un an et un mois, tu vois. Ok. Pour te donner un peu mon parcours, rien de très incroyable, tu vois. J'ai fait une fac, enfin j'ai fait un lycée, j'ai eu mon bac littéraire, tu vois. Donc à l'époque c'était déjà avec des filières, tu vois. C'était pas comme aujourd'hui où c'était des spé. Donc j'avais un bac littéraire, donc rien qui m'était destiné pour faire de la vente, tu vois. Puis après le bac, je suis parti un an en Allemagne, parce que je suis franco-allemand. J'ai fait un an là-bas, j'ai bossé. J'ai vite compris aussi, parce qu'à 18 ans, j'ai travaillé dans le social là-bas. Donc c'était, je vais pas dire très dur, mais j'étais payé une misère, tu vois. J'étais payé 700 € par mois. Et je devais m'occuper de personnes âgées, d'handicapés, tu vois. C'était le charbon, tu vois. C'était très formateur. J'avais 18 ans et ça m'a mis une vraie claque. Et du coup, je me suis dit, écoute, impossible que je reste dans cette vie-là. Tu vois, impossible que je fasse ce travail-là, tu vois. Le pas possible, quoi. Impossible, okay. Tu vois. Et donc, je rentre en France après un an. Et moi, avec mon éducation classique que j'ai eue, c'est-à-dire études. Tu vois, j'ai pas des parents entrepreneurs, donc forcément... mon fils va faire des études et tu feras un beau métier, tu vois. Et donc je suis parti à la fac, en plein Covid, en fac de géographie. Alors tu me diras... Rien à voir. Rien à voir encore une fois. Et j'ai fait un an d'université, mais impossible, tu vois. Pour moi, je savais pas ce que je foutais là. J'étais le mouton noir parmi tous les moutons blancs, tu vois, j'ai envie de dire. Mais vraiment, je me sentais pas à ma place du tout. Et j'ai quand même validé l'année. Et puis deuxième année, grosse remise en question. Et je me suis dit, non, mais il faut que je fasse autre chose, tu vois. Et c'est là que... j'ai quitté la fac et que je me suis intéressé au business en ligne par Yomi, justement, Yomi Denzel au début, qui, je pense que toute cette génération-là, quand ils s'intéressaient un peu au business en ligne, ils sont tombés sur ses vidéos. Et puis j'ai commencé avec du marketing de réseau, j'ai fait du MLM, tu vois, c'est un gros truc de MLM, j'ai fait ça quelques mois. Après j'ai commencé à faire du trading. Et puis ensuite, c'est là que j'ai acheté ma première formation, tu vois, de e-commerce. Ma première formation de e-commerce, celle de Yomi, justement, où j'ai commencé à faire du e-com en parallèle. Et j'ai créé ma boutique, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai fait déjà une ou deux ventes ou trois ventes sur ma première boutique. Donc en soi, j'avais déjà une vision, tu vois, que ça pouvait marcher. Mais en parallèle, si tu veux, j'avais aussi une strat IMO, parce que moi j'habitais chez ma mère, tu vois, et je pouvais plus habiter chez ma mère, j'en pouvais plus, il fallait vraiment que j'aille trouver quelque chose d'autre. Mais n'ayant pas de revenus ou d'argent, je me suis dit, faut que je trouve un moyen de sortir de chez mes parents. Et mon frère, lui, faisait déjà de l'IMO, il avait déjà acheté un bien ou deux biens immobiliers, tu vois. Okay. Et donc il m'a dit, écoute frérot, prends un CDI pendant 2-3 mois et tu prends un bien IMO après. Et ça te fait, t'as un appart, ça te fait une petite sécu et tu peux aller habiter dedans et tu te lock-in après dedans. Et je me dis, ok, let's go, bonne idée. Tu vois, j'ai 19 ans, 20 ans, je sais plus, dans ces heures, je crois que j'ai 19 ans. C'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était il y a 3 ans. Ok. Donc j'avais 20 ans, tu vois. Okay. Et je me dis, let's go, je vais faire ça. Et en fait, je commence le taf. Donc je vais chercher un emploi, tu vois. Okay. J'arrive chez Kawaii en tant que vendeur, tu vois, vendeur chez Kawaii. Donc là, je me rapproche un peu de la vente.
Et je me dis, bah let's go, je fais ma période d'essai pendant 2 mois, 3 mois, je valide le prêt, j'achète un appart et puis je me pars. Tu vois, hors de question que je reste là plus de 3 mois. Et in fine, en fait, je me retrouve au sein dans le taf, en fait, tu vois, dans la routine. Et en fait, je me retrouve avec des taux bancaires qui sont ultra élevés parce on est après Covid. Et durant la période Covid, ils avaient mis les taux bancaires ultra bas. Et là, je me retrouve après Covid, donc avec des taux bancaires ultra hauts. Et donc, en fait, avec le petit salaire que j'avais, je touchais 1004 par mois. Donc, j'étais un smicard, tu vois. Et avec le petit salaire que je touchais, je pouvais acheter que dalle, en fait. Tu vois. Et donc, je me suis retrouvé dans un piège un peu de putain, ça fait déjà 4 mois que je bosse. Est-ce que je vais arrêter et ne pas avoir d'appart et du coup avoir perdu 4 mois, ou est-ce que je continue encore un mois pour trouver une offre, tu vois. Et en fait, ce piège, il m'a duré 1 an. En fait, pendant 1 an, j'ai bossé en essayant de trouver un bien parce que je me disais, putain, mais j'ai bossé 5 mois. Si j'arrête maintenant, c'est trop bête parce que j'ai perdu 5 mois. Et ça se trouve, je vais trouver un bien dans 1 mois, tu vois. Et donc, ça a été... je te dirais pas que ça a été une erreur parce qu'in fine, j'ai pu acheter mon appart au bout d'1 an, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai pu me coffrer, tu vois. J'ai pu habiter dans cet appartement et c'est là que j'ai pu me lock-in aussi et commencer à bosser sur le business en ligne. Mais ça m'a quand même fait perdre 1 an, tu vois. En gros, tu es allé dans le salariat pour investir en IMO, tu as acheté ta résidence principale et après tu t'es dit maintenant il faut quitter ce travail, quoi. Maintenant il faut quitter le travail. Donc dès que j'ai eu le prêt, j'ai quitté, ciao bye bye, tu vois. Je suis allé habiter dans mon appart et là, fallait que je paye un prêt, tu vois. J'ai un emprunt sur le dos, j'avais emprunté 110 000 à l'époque. Et je suis en mode, maintenant ce prêt, faut que je le rentabilise, tu vois, faut que je le paye. Sauf que j'ai plus de source de revenus, donc comment je fais? Donc t'as fait un all-in, genre? J'ai fait un all-in, ouais. Okay. Et donc c'est là que je me suis retrouvé vraiment dos au mur, tu vois, dans un appart, j'ai pas d'entrée d'argent, je dois payer tous les mois, j'avais je crois 600 balles de sortie. À l'époque, c'est pas énorme, tu vois, là, quand je te dis ça maintenant, mais quand t'as 0 qui rentre, faut que tu les trouves, c'est 600 euros, tu vois. Donc moi j'avais une petite épargne de côté, j'avais pu économiser 5-6 000, tu vois, dans l'année que j'avais bossé là, chez Kawaii. Donc je me suis dit, ok, let's go all-in, tu vois. Et donc je suis parti me coffrer dans cet appart. Et c'est là que j'ai commencé à charbonner vraiment sur... Je me suis remis au e-com, donc j'ai repris ma boutique, j'ai refait quelques ventes. Mais en parallèle, j'ai lancé mon agence marketing parce que le e-com, j'ai pas assez persévéré, je vais être honnête. Et je voyais pas les résultats immédiats, donc j'ai pas persévéré dans ce domaine-là. Puis j'ai fait mon agence marketing, ça m'a pris un petit peu de temps. Et ça m'a pris 6 mois. Ça m'a pris 6 mois, 5-6 mois, le temps de dégager mes premiers vrais revenus. Il y a un mois où j'ai fait... j'étais avec un associé, donc il y a un mois où j'ai fait 4 000. Le deuxième mois où j'ai fait 7 000 de chiffre d'affaires, je parle bien, attention. Et il y a le mois de décembre, où j'avais un voyage au Brésil de prévu avec ma copine. Et je me rappelle, putain, j'étais en mode, mais là j'ai payé un voyage au Brésil à 900 balles, 1000 balles de billets. Et je fais rentrer par un, je suis vraiment trop bête. Et au final, je bosse. Et j'arrive au Brésil et c'est là que les résultats arrivent. Et là, c'est incroyable. Parce que là, du coup, je génère 17 000 de chiffre d'affaires avec mon agence de marketing. Donc avec mon associé, on se dispatche. 17K de CA, ça me fait au final aller peut-être 6-7K dans ma poche, tu vois. Parce qu'on laisse un peu d'argent dans la boîte et on veut réinvestir un petit peu. Mais pour un mec qui fait 0 et d'un coup il fait 7K, t'es en mode, ah ouais, putain, trop bien. Et là, donc, toutes les croyances limitantes, tu vois, elles s'arrachent. Et là, en parallèle, moi j'ai mon frère qui en plus est dans le closing à ce moment-là, qui me dit, écoute frérot, là il y a une opportunité, closer pour Yomi Denzel sur du e-com. Et moi je suis au Brésil à ce moment-là, tu vois. Et je suis en mode, moi mon frère je l'avais entendu closer plein de fois, j'avais jamais closé réellement, j'avais fait un peu de setting pour lui, tu vois, mais en mode débrouillard quoi, pas quelque chose de sérieux. En mode bricole quoi. Complètement bricole, tu vois, sur une offre d'IMO. Et puis là il me propose cette opportunité là, moi d'un côté je me dis j'ai mon agence marketing qui me rapporte de l'argent, peut-être que je devrais me focus là-dessus, tu vois. Mais j'ai accepté parce que pour moi Yomi il y avait une sorte d'attache un peu personnelle, tu vois, j'ai commencé par prendre sa format. Je me rappelle quand j'étais en galère, j'avais même postulé pour être son assistant personnel. En fait tu t'es dit je vais le faire plus pour la personne, pour être bien entouré plutôt que pour l'argent. Ouais, petite revanche en fait, tu vois. Vraiment revanche quoi. Et je me dis écoute, j'ai jamais fait ça, belle expérience, allez je tente le coup, tu vois. Et donc challenge de Yomi qui commence en janvier 2025. Donc e-com, évidemment. Et je suis pris comme closer. Donc j'ai eu la chance aussi, tu vois, d'avoir des opportunités grâce à des contacts. Je parle de mon frère, je parle aussi d'une personne qui connaissait, qui connaît toujours d'ailleurs et qui m'a mis sur ce challenge-là. Donc tu vois, j'en suis vraiment reconnaissant à ce niveau-là. Et j'ai pu avoir la chance du coup d'être closer sur
sur ce challenge, alors que j'avais absolument jamais closé, tu vois. Ta première expérience dans le closing, Première tu expérience closes dans chez le Yomi closing. Denzel. Première expérience dans le closing, je close chez Yomi Denzel, tu vois. Et j'ai pas de training, j'ai rien, je suis un débrouillard, tu vois. Ouais. Et, Genre même pas formé quoi. Même pas formé. Ok. Juste j'ai entendu mon frère closer, tu vois. C'est juste de l'écoute Ok, active, tu ok. vois. Parce qu'on habitait dans le même appart avec mon frère. D'accord, Quand ok. j'ai pris Du l'appart, coup, on tu le était voyais deux tous les jours en ouais. fait. Je voyais sa routine, toujours hôtel, machin. Il était dehors, hop, allez, plus 400 balles et tout. Moi, ça m'a aussi ouvert les yeux, tu vois. Vu que j'ai vu que mon grand frère, il faisait du closing, il faisait rentrer 10-15K par mois, j'étais en mode, ouais, c'est possible. Tu vois, ça m'a enlevé beaucoup de barrières, limitantes. Et du coup, quand il m'a parlé de cette opportunité, je me suis dit, bah, vas-y, let's go, je le fais. Et lui, il l'a pas fait. Il m'a dit, moi, je vais pas le faire, je peux pas, j'ai déjà des appels et des rendez-vous à gérer, donc je peux pas me mettre dessus. Et donc il m'a mis dessus parce qu'il savait que j'avais fait du e-com moi de mon côté. Et bref, on arrive sur le jour du challenge, moi je suis au Brésil, on me passe un script. Je lis le script, pour moi je suis en mode putain mais c'est dur, il y a tout ça, c'est quoi là, bris de glace, c'est quoi tout ça, je comprends pas, enfin juste je lis tu vois. Faut cadrer le col, Faut cadrer, faut pitcher. J'apprends un truc tu vois complet. Et j'arrive, en fait je rentre en France un jour après que le challenge ait démarré. Ça veut dire que j'arrive lors du challenge, moi j'ai déjà perdu une journée de call. Ok. J'arrive du coup en France, je rentre chez moi pour gérer le challenge. Moi j'avais jamais vraiment géré les outils qu'on utilisait, tu vois, pour la prise de rendez-vous, le Calendly, les horaires, machin. Ouais. J'avais regardé quand même un onboarding, il y avait un onboarding ultra qualitatif, donc j'avais regardé, j'avais essayé de le faire, mais j'avais fait une erreur. C'est que quand j'étais au Brésil, j'avais pas mis l'horloge, l'UTC de la France. Et du coup, j'ai reçu les rendez-vous sur l'UTM du Brésil, donc sur l'horaire du Brésil. Time Zone Brésil. Time Zone Brésil. Et donc, j'arrive en France. Au Brésil, t'as 4 heures de plus ou 4 heures de moins. Et donc, ce qui fait qu'en fait, par rapport au créneau, j'avais mis genre 9h15, 9h17h ou un truc comme ça. Je me suis retrouvé à faire 9h, 22h de call. Wow. Parce que du coup, mon agenda, il a été booké 4 heures supplémentaires. Tu vois ? Et du coup, j'ai eu des calls en fait de 9h à 22h pendant 10 jours. Tu vois ? Wow. Et du coup, moi, je me dis, mais mec, mais là, je vais crever. Tu vois, c'est mort. Comment je vais faire, tu vois? Ouais. Et bah, du coup, après, t'as le terrain. C'est-à-dire, après, t'as le terrain qui arrive. Donc, premier jour de call, je prends mes calls, je suis en stress. Je sais pas comment ça va se passer. À l'époque, c'était pas des visios. Enfin, on pouvait faire un appel en normal. J'ai fait quelques visios, mais c'était que du call avec mon casque, mon téléphone on-off. Et au début, je lis le script. Voilà, bêtement, je lis le script, tu vois. Évidemment, c'est pas naturel. Tu vois, je lis le script parce que le script, je l'ai pas intériorisé. Donc le script, je l'ai pas appris. Moi, je l'ai juste lu, j'ai juste voulu comprendre un peu comment ça se passait, mais j'ai pas appris le script par cœur. Tu vois, je savais pas qu'il fallait faire comme ça. Donc je l'ai juste lu, et forcément, quand je suis en face du prospect, je lis un script et c'est pas naturel, il le ressent, moi je suis pas à l'aise. Et j'arrive quand même à closer 3 prospects comme ça avec le script, tu vois. Okay. Donc c'est pas mal, mais bon, sur une journée où je prenais, je sais plus, j'avais 12 calls, tu vois. Donc 3 prospects sur 12 calls, c'est quand même pas ouf. Et il y a ma head off à ce moment-là qui me dit, écoute, j'ai écouté un de tes calls un ou deux de tes calls. Tiens, regarde, je t'envoie un call d'un autre closer pour que tu comprennes un peu comment il fait, tu vois. Et là, je vois que le closer, en fait, à côté, il est complètement naturel, tu vois, il a pas de script. Il suit une trame, tu vois, mais il est naturel, quoi. Il a une discussion avec son prospect, c'est pas un sorte de robot qui lui parle au prospect, tu vois. Il y a une vraie discussion et je sens que le gars, il est chill. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je sois moi-même, tu vois. Et donc là, il y a un switch qui s'établit. Et là, je commence vraiment à prendre les appels, comme je te parle là maintenant, tu vois. Et vraiment dans l'optique d'aider la personne en face de moi et de lui faire comprendre la plus-value qu'il y a derrière le projet. Et du coup, avec le rythme que j'ai, je fais 9h, 22h, je déjeune pas, j'enchaîne. Le challenge se passe, je commence à closer, j'enchaîne des closes, je commence à bien closer, tu vois. Moi, j'ai pas le temps de voir les stats, les trucs, chaque heure de ma journée, je suis dans un call, tu vois. T'es noyé, quoi. Je suis noyé, donc j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe sur les groupes, machin. Moi, j'envoie des petits gifs, tu sais, quand tu fais une vente, j'envoie juste des gifs, c'est tout. Et donc, on arrive à la fin du challenge, tu vois, on a quand même closé pendant quasiment un mois, tellement de volume. En fait, pour te dire, il y avait les prospects qui prenaient du coup la formation et moi, j'étais focus sur l'upsell. Donc, c'était une offre à 2K, 2K3, tu vois, donc vraiment une petite offre. Et moi, je devais que upsell. Donc, j'avais une petite offre, tu vois, j'avais pas de la marge de manœuvre, j'avais pas une offre à 7K ou à 5K, c'était une petite offre. Alors, ça reste du high ticket, mais pas non plus du très high ticket. Pas du 7K. Et donc arrive à la fin du challenge, et
bah, je me dis, j'espère que j'ai fait le taf. Tu vois, on est quand même 150 closers sur le challenge, donc on est beaucoup. Moi, à aucun moment, j'estime avoir fait une belle perf. Tu vois, Ouais. je me dis, en face de moi, il y a des closers qui font ça depuis des années. Bah ouais, je pense que je suis dans la moyenne. Tu vois, je me dis ça. Ok. Et puis arrive le moment du final, tu vois, où on me dit, bah, Hugo, t'es premier du challenge. T'as jamais closé, quoi. Je me dis, attends, il y a un truc qui va pas. Comment ça, je suis premier du challenge? C'est pas possible. Si, bah, t'es premier du challenge, t'as fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Purée. Et moi, pour moi, c'était, bah ouais, mais c'est normal, non, de faire ça, non? Et en fait, j'avais mis 40 000 dans les dents du deuxième, tu vois, donc j'avais mis quand même pas mal de ventes dans les dents du deuxième. Et je me suis retrouvé à faire top 1 chez Yomi en tant que closer, tu vois, alors que j'avais jamais closé, tu vois. Purée. C'est incroyable. Donc ouais, truc de fou. Truc de fou cette expérience. Et là, je me suis vraiment pris d'attache. Je vais peut-être pas dire de passion, ce serait un trop gros mot, tu vois. Pris de passion pour la vente, ça fait un peu trop. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Et du coup, bah, après, le VP de Mindeo, qui est maintenant un très bon ami à moi, qui s'appelle Sofiane, bah, il m'a appelé. Il m'a dit, bah écoute, voilà, très belle perf de ton côté. Est-ce que ça te dirait de bosser avec nous? Et de fil en aiguille, bah, j'ai bossé avec eux. Et donc aujourd'hui, je bosse encore avec Yomi, avec le VP, enfin avec la boîte, tu vois. Et j'ai fait de l'IMO, j'ai fait d'autres challenges aussi en parallèle ensuite. J'ai fait de l'IMO, j'ai fait Yann Darwin, j'ai fait. Je vais pas te citer toutes les personnes pour qui j'ai bossé, mais et je suis resté quand même assez focus sur les entrepreneurs, sur les infopreneurs qu'on avait au sein de la boîte. De Mindeo. Mindeo, ouais. Mindeo. C'est ça. Et Ok. du coup, j'ai fait IMO et là, je suis sur du e-com, toujours, parce que c'est une niche finalement que je maîtrise très bien, tu vois, et j'ai un très bon taux de conf sur le e-com. J'ai trouvé, en fait, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ma niche dès le début, tu vois. Ouais. En, Donc, en plus, il y a cet aspect aussi où, genre, tu sais, quand t'es sales ou quand t'es closer, t'as pas de pression de delivery. c'est ça. En fait, quand t'as une agence marketing, moi je te raconte mon histoire, hein. Moi, à l'époque, j'ai décidé, je me suis dit, je vais faire une formation de vidéo éditeur. Je vais faire une agence de vidéo éditeur. Je prends l'école, je close. Un gars, c'était une boîte de vintage en Italie, je le close, le gars. Et là, je me dis, purée, je dois le délivrer cette vidéo. Après, tu dois taper tout le truc. Alors que quand t'es closer, tu signes le lead, tu signes le deal, tu prends ta com et c'est fini, quoi. Ouais, t'as pas de delivery. T'as pas de client, t'as pas de casse-tête, tu vois. C'est très simple. C'est très simple. Tu closes, tu prends ta com et basta. C'est pratique, c'est pratique. C'est ça. C'est pratique, ouais. Du coup, j'imagine, toi, ça a été quoi le déclic pour que tu lâches ton agence marketing et que tu te focuses sur le closing à l'époque? Bah, j'ai pas lâché. J'ai fait les deux. Ok, t'as fait les deux en J'ai même fait temps. les deux en parallèle jusqu'à ce que bah, le closing me prenne vraiment du temps et que je passe head off. Tu vois, où là, du coup, je pouvais pas être sur tous les fronts. Donc là, j'ai lâché l'agence marketing. J'ai fait ce qui me rapportait finalement le plus, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis mis full dans le closing, tu vois. Ok. Donc, t'es rentré, si on prend la chronologie des choses. Sur le challenge, t'as fait combien de com? Lequel? Le premier challenge que t'as fait. J'ai fait 15K. Ok. Donc 15K de commission. Derrière, tu es rentré dans la boîte avec Mindeo, avec Ouais. l'équipe, etc. Et là, t'as closé, tu étais closer. C'est ça. Et après, tu es passé head of sales C'est ça, ouais. dans l'équipe. Sur un an plus tard. Un an plus tard, tu es passé closer. Head off. Head Ouais. of sales. Je suis Ok. passé head off un an plus tard. Ok. Sur le challenge de Yomi qu'on a fait, du coup, voilà. Je sors du challenge de Yomi 2026. Donc, tu vois, c'est une très belle, revanche. Enfin, je trouve que c'est une belle. Symboliquement, moi, ça me fait plaisir, tu vois. C'est fou, hein. Il y a un an, il était closer chez Yomi Denzel. Non, attends. Il y a 2 ans, tu avais pris sa formation. C'est ça, ouais. Un an après, tu es devenu son closer. Et un an après, il est devenu son head of sales. Donc, ouais, très C'est cool. ça, mec, t'es un big man. Hein. Faut que tu sois fier de toi-même. Merci. Bah, écoute, c'est un travail d'équipe, hein, j'estime, tu vois. Il n'y a pas que moi, c'est les opportunités. Tu vois, le VP, bah, je suis reconnaissant qu'il m'ait fait confiance aussi. Pour moi, c'est que de l'humain, tout ça. C'est à partir du moment où tu es sérieux dans ton travail, où tu as de la rigueur, tu as des valeurs, tu respectes les gens avec qui tu bosses, bah, on te le rend d'une certaine façon. Tu vois, donc pour moi, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que moi, tu vois. Évidemment, j'ai fait une belle perf, tu vois. J'estime que 150 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Alors, quand tu fais diviser par une offre à 2003, ça fait beaucoup de ventes, c'est vrai. Ouais. Mais si tu parles en termes de CA pur et dur, bah, si tu es sur une offre avec des vraies very high tickets, tu vois, c'est différent, tu vois. C'est différent.
Donc ouais, non, c'était une belle expérience. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir la confiance, tu vois, de la team, de pouvoir encore performer. J'ai refait un webinaire après en e-com où j'ai refait top 1, tu vois. Donc j'ai montré, si tu veux, que je savais closer. Et puis ensuite, j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance pour gérer une team parce que ça n'a rien à voir, quoi. Ok. C'est très différent, ouais. Ok. C'est quoi la différence selon toi entre le closer et le head of sales? Bah, elle est pas mal, hein. Elle est quand même assez grosse parce que tu es l'intermédiaire entre. En fait, tu l'intermédiaire entre l'infopreneur, finalement, la boîte et le closer. Tu vois? Donc en fait, déjà, les closers, ils vont mettre beaucoup de responsabilités sur toi, sur tes épaules à toi. Par exemple, la facturation, le delivery, ce qui se passe. En fait, ils ont l'impression que c'est toi qui gères, tu vois. Alors Ouais. que Dans leur tête, c'est toi c'est moi qui gère, tu vois. Donc il y a beaucoup de gestion humaine, tu vois, derrière tout ça. Il y a de la montée en compétences, il y a du coaching. Il faut essayer de réussir à faire voir ta vision du closing. Mais sauf que ma vision du closing, je suis personne pour dire que c'est la meilleure, tu vois. Il y a des gens qui vont closer différemment et pour qui ça va fonctionner. Et je suis pas en mesure de lui dire, bah non, tu vas closer comme moi. Donc je te dirais que la plus grosse différence, moi quand je suis head off, je prends toujours des calls quand j'ai le temps, tu vois. Je prends toujours des calls, j'essaye toujours de rester avec des calls de closing pour justement pratiquer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui passent head off, ils prennent plus de calls. À la fin, ils reprennent des calls, ils sont plus forcément aussi à l'aise. Ouais. Donc moi, j'aime bien toujours rester sur le terrain, à prendre des appels, tu vois, peu importe les offres, pour rester, tu vois, avec les skills. tout simplement. Sur les tranchées. C'est ça, j'aime bien, tu vois. Ok. Voilà, ouais. Ok. Effectivement, il y en a, ils disent que être head of sales, bah, en fait, tu peux juste être un bon manager sans forcément être un bon closer. Mais si tu combines les deux, bah, tu pourras mieux manager des équipes parce que tu pourras et coacher et placer, etc., gérer l'humain. Complètement. Et moi, si tu veux, j'ai un peu du mal à coacher des gens si j'ai aucune légitimité, tu vois, c'est-à-dire si je suis pas un bon closer, bah, je vais te manager, d'accord, c'est bien beau de manager quelqu'un, mais si demain tu es en galère, je peux pas t'apporter de conseils. Si demain tu as besoin d'avoir des tips sur telle ou telle objection ou tu as fait un call de closing, tu me l'as montré, je suis pas en mesure de te dire bah là tu as merdé, au contraire là c'est très bien ce que tu as fait. Bah finalement mon rôle je le fais pas bien, tu vois. Donc pour moi c'est important qu'un head of sales soit bon en closing. Pour moi c'est obligatoire, tu vois. Ok. Ok. T'as managé une équipe de combien sur le dernier challenge de Yumi Denzel? Bah là on avait 90, à peu près, 90 closers sur mon équipe à moi. Ok. J'ai Ok. managé une équipe de 90 closers dans sa globalité. Maintenant, j'avais des gens qui m'aidaient, j'avais des team leaders qui étaient là pour gérer des sous-teams, si tu veux. Donc, c'est un peu comme ça que tu organises. Quand tu as une grosse organisation comme celle-ci, tu peux pas gérer 90 closers une seule personne, évidemment. Ouais. Donc là, tu as une vraie, j'ai pas envie de dire hiérarchie, mais tu as une vraie organisation, tu vois, avec head off, VP, head off, team leader, closer, où tu scindes un petit peu en différents groupes. Et, euh, et l'idée, c'est moi d'être là pour épauler justement les team leaders et aussi épauler les closers. Évidemment, toutes les questions auxquelles les team leaders n'avaient pas réponse ou quand les team leaders étaient sur le terrain aussi, moi, il fallait que je sois présent pour pouvoir aider les closers. Donc, ouais, une équipe de 90 closers. Ouais. Ok. Ok. Et sur quoi est-ce que tu t'es basé pour recruter les closers? Ou alors sur quoi est-ce que tu te bases même maintenant pour recruter des closers? C'est quoi un bon closer pour toi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est compliqué, tu vois, Encore une fois, parce que je suis personne pour dire, tu vois, ce qui est un bon closer, ce qui est pas un bon closer. Tu vois, en fait, même si je prends mon expérience à moi, j'ai eu la chance que quelqu'un me fasse confiance par rapport à ce que je sais pas, je projetais ou je montrais, mais j'avais jamais closé, tu vois. Donc la personne, elle m'a fait confiance et finalement, elle a bien fait, parce que je suis arrivé top 1 d'un gros challenge. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas cette prétention de dire, pour être un bon closer, faut que tu sois un tel, faut que tu aies fait ceci, cela. Mais je te dirais que sur le terrain, vraiment en termes de management, pour moi, un bon closer, c'est un closer autonome. Tu vois, c'est un closer qui va être en mesure, qui va pas forcément faire appel souvent à toi, qui va être en mesure de gérer des problématiques. Et au final, je pense que les closers se reconnaîtront, mais un closer ne peut pas tricher. Tu vois, c'est ce que je dis toujours aux closers, et c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, tu vois. Un closer, il peut pas tricher parce que c'est son expérience qui va parler d'elle-même. Tu vois, en fait, un closer, c'est un humain. La vente, c'est que de l'humain, finalement. Et si toi, en tant que closer, t'as pas eu une expérience de vie très alimentée ou t'as pas vécu beaucoup de choses, compliqué de comprendre des prospects qui ont peut-être plus de vécu que toi, compliqué de comprendre des prospects qui ont des problématiques que toi, t'as jamais rencontrées, tu vois. Alors qu'un closer, moi, je le vois bien, tous les closers qui performent bien, c'est des closers en général qui ont
eu du vécu, qui ont eu des expériences dans la vie, qui ont voyagé, qui ont été dos au mur, qui se sont donné les moyens de réussir. Tu vois? C'est vrai qu'on en discutait la dernière fois et on a fini sur la conclusion qu'un bon closer, c'est un bon leader en fait. C'est le leadership. C'est même pas les skills de vente ou quoi. C'est ce que tu dégages en fait à la personne. C'est ce que. Tu sais, t'as ce truc de dire. Genre, le prospect, il se dit, ah ouais, lui, il va m'aider. Tu vois, lui, il va m'aider quoi. De fou. Genre, si le prospect, en fait, c'est ça le plus dur. Si le prospect, il ressent pas cette énergie en toi, qu'il ressent que t'es en train de lui faire une vente ou quoi, ça ne va pas le faire en fait. Ça ne va pas le faire. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Ok. Qu'est-ce qui te fait refuser un bon talent? Genre même un closer qui te dit ouais, moi j'ai déjà fait du chiffre, qui te montre son CV et tout. Qu'est-ce qui te fait refuser ce type de prospect, de closer? L'humain. Si je sens que humainement ça passe pas, c'est compliqué parce que je sais que ça va être compliqué de. Et l'ego aussi. L'ego d'un closer. Je sais que les closers, ils ont de l'ego quand même. Ouais, moi j'ai déjà collecté du cash. Ils ont de l'ego. Moi, je pense que même moi aujourd'hui, un bon closer peut m'apporter des conseils, peut m'apporter des visions de sa vision de faire et je vais toujours apprendre, tu vois. Moi, j'ai pas d'ego. J'ai aucun ego à ce niveau-là. Je pense que l'ego, justement, c'est un gros frein pour les entrepreneurs. Tu vois, penser tout savoir mieux que tout le monde. C'est pas parce que tu as fait une fois du chiffre ou deux fois ou même que tu es bon en vente que tu n'as rien à apprendre de quelqu'un qui a moins fait de chiffre que toi. Tu peux toujours apprendre tout le monde. Donc moi, si je refuse un closer qui a déjà fait du chiffre, c'est parce que humainement, je l'ai pas forcément senti. Tu vois, c'est-à-dire, on a fait un appel ensemble, j'ai essayé de voir un petit peu comment il était, et si ça passe pas humainement, alors dans ces cas-là, je pense que je donnerai pas forcément suite, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qu'un HOS attend d'un closer? Comment est-ce que, par exemple, si t'es un closer là qui regarde cette vidéo, donc je vais poser la question pour toi, Hugo, comment est-ce que quelqu'un qui a pas de grosse expérience dans le closing, il peut intégrer un challenge avec toi par exemple ou avec un gros HOS sur du Yomi Denzel, du Yann Darwin, des gros challenges pour faire vraiment du cash? Comment faire? Qui me montre qu'il se donne les moyens, tu vois. Qui me montre qu'il se donne les moyens de vouloir le faire. C'est-à-dire qu'il montre qu'il est la dalle. Moi, ça, c'est un événement, c'est un élément qui est important pour moi, tu vois. Ouais. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais un closer, je vais prendre l'exemple d'un closer que toi, tu m'avais envoyé, qui s'appelait Thomas. Et je me rappelle, il m'avait envoyé un Notion avec des calls, des RP. On a vu il était ultra disponible, tu vois. Je lui ai dit, écoute, là, je suis dispo maintenant pour un appel. Est-ce que tu es dispo? Ouais, direct, bam, on s'est appelé, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est des petits signaux qui prouvent que le mec en face de moi ou que la fille en face de moi, elle en veut, tu vois, et qu'elle a envie vraiment de participer. Et moi, je suis prêt à donner la chance à quelqu'un, tu vois. En tout cas, si j'ai la chance de gérer une team, tu vois, je suis prêt à donner la chance à un closer qui me prouve, tu vois, qu'il se donne les moyens pour réussir et qu'il est à l'écoute, qu'il est coachable. Et coachable. Être coachable, pour moi, c'est ultra important. Ouais, c'est vrai. C'est ultra important. Mais moi, quand je le coachais, il me disait, mec, comment est-ce que je fais pour gérer ce truc? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux faire un autre truc? Tu vois, ça se ressent. En fait, c'est la grinta, quoi. De fou. C'est genre, j'ai envie de le faire. Genre... Tu vois. Et au final, c'est très humain aussi, parce que cette personne-là, je l'avais bien senti. Je me suis dit, let's go, il va y aller. Puis sur le challenge Xiaomi, il a bien performé, tu vois. Donc, humainement, c'est humainement, coachabilité, me montrer qu'il en veut et pas faire la princesse, quoi. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop. C'est les closers qui se donnent un peu des airs, tu vois, qui font un peu les princesses, etc. Ça, j'ai un peu plus de mal. Ouais, moi, vous mettez que les bons leads, plus de 5-4 budgets. En fait, tu vas juste jamais faire des cash si tu penses comme ça en tant que closer, en vrai. Et moi, tu vois, je te dis ça, mais moi, j'ai jamais fait de cash sur un challenge, genre. Je fais que des offres stables en bricole, frère. Ouais. C'est n'importe quoi. Genre, je faisais carrément du setting, les gars. Enfin, il y a du cash. Il y a du cash en upsell, il y a du cash partout. Franchement. La guerre, le setting, au tout début, ouais. C'est fou. C'est important. C'est fou. Combien est-ce qu'un bon closer peut gagner selon toi? Genre en 2026, 2027, sur les prochaines années? Je te dirais que le monde du closing, il change quand même pas mal. Tu vois, je te dirais qu'il y a de plus en plus de closers. Le marché, je trouve, est en train de se réguler aussi pas mal. Plus en plus de formateurs closers, plus en plus d'accompagnement closing, de moins bonne ou de bonne qualité. Mais il y a de plus en plus de closers. Et donc aujourd'hui, les closers qui se démarquent, c'est les bons closers. Tu vois. Et un bon closer, il peut générer de façon stable 4-5 000 euros mensuels avec une offre evergreen, tu vois. Et sur des challenges, faire des 10K, 11K, 15K. Il y a encore quelques closers qui font des 5 chiffres par mois avec des offres evergreen, c'est quand même plus rare.
Mais tu peux largement, en tout cas, taper ton 4-5 000 en evergreen si tu as une bonne offre, des bons leads. Et puis si en parallèle tu cumules avec des challenges, bah, tu peux te mettre bien, tu vois. Ouais, tu fais du cash. Pour moi, il faut cumuler les deux. Pour moi, si tu peux cumuler les deux, tu fais challenge de temps en temps, plus evergreen. Et là, tu peux faire 5 chiffres par mois sans trop de problème. Ouais, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes qui te disent ou qui vous disent, là, si vous regardez cette vidéo, ouais, vous pouvez faire 5 chiffres, easy, etc. En fait, il y a des offres où vous pouvez faire 10-15K par mois. Evergreen, ça veut dire en offre stable. Mais il faut vraiment être sur une offre où est-ce que c'est de l'immobilier, par exemple, c'est du super high ticket. Sinon, moi, c'est pareil. Conseil, les gars, allez-y. Hein. Si vous voulez faire 5 chiffres, faites du challenge, double offre comme moi. Moi, j'ai fait 2 offres en même temps. Soit vous cumulez 2 offres, soit vous faites et du challenge et une offre stable. Et là au moins, vous êtes sûr de faire vos 5 chiffres par mois, on va dire. Et dites pas que vous faites 2 offres en même temps, sinon vous ne serez pas pris. ouais, faut faire attention. Mais ouais, donc le marché se régule quand même beaucoup. Je sais qu'à l'époque de mon frère, lui, il prenait 15K easy, mais sans forcer, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait une offre IMO, il prenait les 4-5 calls dans la journée, il faisait son 15K par mois, tu vois. Les coms étaient plus hautes, aujourd'hui les coms sont plus basses, il y a plus de régularisation à ce niveau-là, il y a de plus en plus de choix pour les infopreneurs. Donc évidemment, les closers, on a de plus en plus de choix, nous, en tant que head-off, sur les closers, donc c'est pour ça qu'on prend que les meilleurs. Et je pense que le marché va se réguler parce que aujourd'hui, moi j'ai l'impression personnellement qu'il y a quand même plus d'offres que de demandes sur le marché. C'est-à-dire que trouver des closers, c'est assez simple. Mais trouver des bons closers, c'est dur. C'est ça le Et problème. c'est très dur de trouver des bons closers. C'est ça le problème. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux closers, c'est vraiment se focus sur le closing pur, sur l'expérience du closing et bouffer du terrain. Tu vois, et c'est ce que j'avais dit sur le challenge de Yomi, c'est que j'ai pris ma propre expérience. Je leur ai dit, c'était même si sur ce challenge-là, vous ne performez pas beaucoup, au moins ça va vous permettre de prendre de l'XP. Tu vois. Et il n'y a rien de mieux que l'XP. En vrai, moi je suis l'exemple même que le terrain, c'est le terrain qui peut te former. Tu peux te former directement sur le terrain, tu vois. Et donc, prenez de l'XP, soyez pas trop impatient, tu vois. Les résultats, ça prend du temps. Je sais que moi, c'est un cas un peu particulier, tu vois, mais ça prend du temps d'avoir des résultats en closing. Parce qu'il faut trouver sa façon de faire, il faut trouver sa façon de closer. Faut réussir à être soi-même et closer en parallèle. Donc, soyez patient, déterminé, et puis au bout d'un moment, ça va payer. Vous allez affiner votre style et vous allez faire du cash. Ouais. Et en plus, ce que tu dis, c'est super pertinent parce que même le marché, il a changé. Genre, avant, moi, j'ai l'impression, quand je regarde des calls de personnes en 2023, 2022, etc., en fait, les gens, ils étaient beaucoup plus aptes à acheter des formations parce que c'était en mode l'opportunité du siècle. Ils étaient là, oh, c'est l'opportunité, je vais acheter l'IA, tu vois. Alors que maintenant, les gens, il y a un niveau de conscience qui est très haut. Les gens, ils savent qu'ils veulent investir et ils sont plus conscients de ce truc. Mais par contre, ils ont beaucoup plus peur. Ils ont peur d'investir dans le mauvais accompagnement. Donc là, on n'est plus dans ce truc d'opportunité, on est dans, ok, je suis dans du concret, je sais que l'e-commerce ou le trading ou la crypto, je peux gagner de l'argent. Mais là, la question, c'est vers qui est-ce que je vais aller? Et du coup, les gens, ils ont tendance à avoir peur. Et si toi, tu comprends ça en tant que closer, et que comme il dit Hugo, tu travailles vraiment sur tes compétences de vente, tu pourras les aider à franchir ce cap. Les gens, ils ont beaucoup plus peur. Donc, ceux qui vont perdurer dans le marché du closing, c'est les closers qui ont de l'expérience, comme il dit, qui sont bien formés et qui ont leur méthode de closing en scriptless. Genre sans script. Tu closes en étant toi-même, en ayant du leadership. Et tu vas faire du cash sur du long terme. Ouais, et je vais même rebondir sur ce que tu dis. Pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est un argument pour tout. C'est que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la qualité. C'est la qualité, que tu sois infopreneur, parce qu'il y a de plus en plus d'infopreneurs. Donc, que tu sois un infopreneur, aujourd'hui, tu veux faire du e-commerce, tu as 8 acteurs, 9 acteurs, 10 acteurs sur le marché français pour faire du e-com. Donc, qu'est-ce qui va primer? C'est la qualité de ton accompagnement. Pour le closing, pareil. En fait, tu te démarques dans la qualité de ton accompagnement et dans la qualité de ta façon de closer, tu vois. Quand tu arrives avec un prospect au téléphone, le mec, il a peut-être déjà eu 3-4 calls de closing. Et qui se sont répétés, pareil, une trame fixe. On va checker un peu la checklist, on va checker les cases, machin. Quand tu arrives et que tu arrives avec un sourire, une énergie différente, une façon d'aborder l'appel de façon différente, le prospect se dit ah ouais, putain, c'est différent, tu vois. Ouais. C'est différent et donc forcément ça marche. Donc de ouf. La qualité pour tout, les infopreneurs, en fait tout ce que tu fais, quoi, fais de la qualité. C'est ça en fait. Faut être humain, faut être, encore une fois, leadership. Genre leadership, comme il dit, on va traiter des objections, ça fonctionne même plus les gars, là on est en 2026, tu vois, c'est insane. Ok, super pertinent.
Comment est-ce que tu vois, du coup, toi, l'évolution du closing en 2026, 2027, etc. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu penses que ça va durer sur du long terme Ouais. ou est-ce que tu penses que ça va se casser la gueule? Non, ça va durer parce que le marché du business en ligne évolue encore et grandit encore. Il y a de plus en plus d'infopreneurs, c'est ce que je disais, il y a de plus en plus d'infopreneurs, de plus en plus de personnes qui vendent des accompagnements, qui accompagnent des personnes sur X ou X sujets. Aujourd'hui, tu peux trouver un accompagnement sur tout. Tu peux trouver un accompagnement sur comment préparer un mariage quand tu es enceinte, tu peux trouver sur un accompagnement sur comment être pizzaïolo, mais tu vois, c'est vrai. Tu peux trouver un accompagnement sur tout, donc ces gens-là ont besoin de closers. Donc il y aura toujours besoin de closers. Mais maintenant, encore une fois, la vraie différence, si tu veux une offre béton et faire ton 5 chiffres par mois, tu dois être un bon closer pour avoir une bonne offre. Une bonne offre ne prendra pas un mauvais closer. C'est clair. Et donc tu te dois d'être un bon closer. Et donc pour moi, la suite logique du closing, ça va être la perfection, la qualité du closer, ses skills. Et en tout cas, le marché est encore vraiment assez vaste. Je ne sais pas encore comment ça va tourner, tu vois, les challenges, les webinaires. Je ne sais pas si ça va péricliter à un moment ou à un autre, parce qu'on voit quand même que, comme tu l'as dit, tu vois, les mouvements changent, quoi. Tu vois, au début, tu avais un prospect, il signait direct. Aujourd'hui, c'est plus dur de signer un prospect qu'avant quand même. Les challenges, pareil, ils commencent à être éduqués. Tu as des challenges à gauche, à droite, tous les mois, tu as des challenges tout le temps. Donc, je pense que c'est surtout ça qui va changer. Moi, je pense que c'est pas le travail de closer qui va changer, mais c'est vraiment la façon dont les infopreneurs vont pouvoir apporter du volume aux closers. Les leads. Les leads, Ouais. quoi. Pour moi, c'est pareil. Je pense que le métier de closer, c'est un métier qui va durer sur le temps. Parce que même, je le vois, même les entreprises. Là, j'ai vu la dernière fois, il y avait le challenge en octobre, il y avait le challenge de Anthony Bourbon sur le Blast Club. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, ouais. C'est insane. Il y a Club d'investissement, ouais. club d'investissement immobilier où ils investissent dans des startups. Donc, je me dis, il y a de plus en plus d'entreprises carrément qui recherchent des closers, non plus que des infopreneurs. Et ça, c'est une bonne opportunité, je pense, pour les deux. C'est ça. Justement, moi, j'en suis conscient constamment, tu vois. Enfin, j'en suis vraiment conscient pleinement. C'est que peut-être que le monde du closing va remplacer le travail commercial classique, Je pense pareil. Hein. tu vois. Et puis, c'est ultra intéressant aussi pour les startups. Bah, t'as une startup. La startup, ça la fait chier de payer 2K, 3K, 4K fixe C'est ça. à un commercial qui boit des cafés toute la journée et qui fait rentrer, je vais pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais qui fait pas rentrer un dans la boîte. Ouais, bah ouais. Alors qu'un closer, tu le payes à la com. Donc déjà, le closer, il a la dalle parce qu'il sait qu'il faut qu'il travaille pour Bah ouais. avoir de l'argent. Et c'est un truc méritocratique que moi, j'apprécie. Le côté Pareil. méritocratique, tu vois, faut que tu charbonnes pour avoir de l'argent. C'est un peu à l'américaine, tu vois, mais Ouais. c'est ce côté méritocratique. Donc pourquoi pas s'étendre sur le monde un peu plus corporate, tu vois. On verra. Hein. Mais moi, je pense pareil. Hein. Je regardais la dernière fois les offres là, parce que je leur mets les offres à mes closers. Je vois, il y a un gars, il a une agence IA, il recrute des closers. T'en as un autre, il a une agence marketing, il recrute des closers. Il y a un gars, il a une académie de foot, de football, ouais, et il recrute des closers. Oui, C'est une académie de foot, tu vois. c'est Tu clair. te dis, Ça devient de plus en plus Bah oui. normal, tu vois. bah parce que les gens, ils se disent, attends, moi là, j'ai le choix de prendre quelqu'un en CDI, je dois le payer, je dois le surveiller. S'il me pose arrêt maladie, je fais pas de cash. C'est clair. Ou alors je prends un closer qui, lui, c'est un shark, il a envie de faire du cash. Et en plus de ça, je le paie à la perf. C'est clair. En win-win, quoi. C'est un win-win. C'est du win-win complet, ouais. En tout cas, c'est un métier qui a de l'avenir, c'est sûr. Mais maintenant, encore une fois, plus tu as de volume, plus c'est dispatché. Et donc, moins on se goinfre en closer. Ouais. Et donc, c'est là que toi, en tant que closer, ta priorité, ça doit être d'être un excellent closer. Parce que si tu veux pouvoir concurrencer avec des très bons closers sur des offres où tu peux faire 5 chiffres par mois, parce que les offres où tu vas pouvoir faire 5 chiffres par mois vont être de plus en plus rares. Parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et donc, les humains vont de plus en plus dépenser dans des offres à gauche, à droite. Et donc, tu auras de moins en moins d'argent sur une seule offre, tu vois. Et donc, c'est là que les closers qui veulent des offres vraiment premium, ils vont devoir montrer que les infopreneurs et la boîte qui a cette offre-là peut les embaucher. Et donc, c'est là aux closers d'avoir des skills que les autres closers n'ont pas. Ouais. Et c'est fou parce qu'une fois que tu performes en tant que closer, c'est fini. Genre, en fait, tu te dis, purée, je suis noyé, quoi. Il y a tout le monde qui veut me prendre. C'est insane, en fait. Le problème, c'est le début. C'est quand tu es un closer débutant et qu'il n'y a personne qui te veut, là, tu galères. Mais une fois que tu as performé sur un truc et que tu as un track record avec des calls, etc., Carrément. C'est pour ça que je te dis que j'ai eu quand même beaucoup de chance, tu vois. Parce que j'ai eu la chance d'être mis sur cette opportunité-là. Et j'ai pu le prouver. Mais je le comprends aujourd'hui pour les nouveaux closers, c'est quand même. Ça peut des fois être compliqué parce qu'ils n'ont pas.
il faut qu'il se démarque, il faut qu'il trouve. Bon, voilà, encore une fois, hein, au final, c'est pour ça que ça reste un peu la traversée du désert et la route entrepreneuriale. C'est au début, c'est le plus dur. Le 0 à 10, c'est le plus dur. C'est toujours pareil, tu vois, dans l'entrepreneuriat, mais je te dirais même le 0 à 5, c'est le plus dur en vrai. Une fois que tu as fait 0 à 5, après 5 à 10, ça commence à être plus simple. 10 à 20, 30, machin, là, ça commence à être plus simple. Mais le 0 à 10, c'est le plus dur. Et je pense que sur le parcours, c'est pareil. Le début, c'est le plus dur. Parce que tu n'as pas la vision, tu es là, tu es en mode putain, c'est quand que je vais faire rentrer du cash, tu vois. Ouais. Et puis, le jour où ça arrive, Tu sais que moi, c'est ce que je dis à mes closers. Genre, je leur dis, et ils me disent, ouais, crame, moi aussi, je vais partir sur Yomi Denzel, moi aussi, je vais faire du cash. Je dis, non, attends. Toi, aujourd'hui, ton focus, il devrait être sur la compétence, en fait. Parce que ça va pas bouger si tu es un bon closer. Parce qu'une fois que tu es pris, c'est là la question. Parce qu'en réalité, un closer qui a peut-être pas les bonnes compétences, mais qui parle bien, qui a la tchatch, qui peut te rassurer, tu peux le prendre sur un challenge. Tu te dis, ok, je le prends. Mais derrière, s'il performe pas, tu vas plus jamais le prendre. Non. Il va se griller sa carte, en fait. C'est clair. Et à chaque fois qu'il va vouloir repostuler, on va lui dire, non, mec, t'as déjà pas performé. Donc moi, je leur dis, les gars, concentrez-vous sur la compétence, sur des offres peut-être bricoles où est-ce que vous allez faire 3-4 cas par mois. Mais une fois que vous avez un bon track record, vous avez le leadership nécessaire, vous savez closer, là, vous pouvez partir sur des grosses offres. Parce qu'une fois que vous partez là-bas, ça y est, c'est fini. Vous vous envolez de vos propres ailes, vous êtes là, vous faites du cash et puis tout le monde veut vous reprendre sur les autres challenges. 100%. Surtout que le monde du closing reste quand même petit. Hein. Le monde de l'infoprenariat, surtout sur le marché francophone, en vrai, je te dis, tout le monde se connaît. Hein. C'est ça. Tous les infopreneurs se connaissent. Donc, un closer, il se grille, il est grillé, en vrai. Un closer, il se grille, demain, tu as un tel ou un tel qui pose une question à un head-off, un infopreneur, est-ce que ce closer, il est bon ? Non, ce closer, il a pas du tout Je l'ai déjà performé. testé, il est nul. C'est fini, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'abord, perfectionnez-vous en closing, prenez des offres justement où il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, montrez que vous êtes bon, et après, avec les data que vous avez, les skills que vous avez accomplis durant ces offres-là, là, vous pourrez montrer au head-off, au team leader, au VP, peu importe, au CEO même, des fois, c'est les infopreneurs qui recrutent directement, que vous avez un bon track record et que vous pouvez performer, quoi, tout simplement. Exactement. Est-ce que tu pourrais donner des conseils concrets ? Exemple, c'est quoi les erreurs des closers, par exemple, quand ils postulent ? En tant que closer, tu veux En dire ? tant que closer, ouais. Excuse-moi. Yes. Des conseils pour les closers, c'est une bonne Les question. erreurs à éviter quand on va postuler, par exemple, avec pour toi. postuler, tu veux dire ? Pour postuler, par exemple, avec toi sur un gros challenge. Les erreurs à éviter. Je te dirais être trop pushy. Moi, ça me saoule. Un closer qui m'envoie 50 messages, je vais le ghoster au bout d'un moment, tu vois. Laisse-moi le temps de réfléchir, j'ai vu tes messages, t'inquiète pas. Donc un closer trop pushy, moi je dirais que le mieux c'est de comprendre la personne que tu as en face de toi. En fait, c'est du closing. C'est ça. Tu closes ton head-off. Donc tu fais un call avec lui, tu essayes de comprendre un petit peu comment il est, tu essayes de le closer, et quoi de mieux que de montrer à un head-off que tu peux le closer. Tu vois, moi, si j'étais en call et que je vois que tu es sur tes appuis, tu es solide, et je vais pas dire tu m'impressionnes, mais tu me donnes envie de bosser avec toi, tu m'as closé, tu vois. Ok. Donc avec plaisir, je te recrute. En gros, il reste dans ta poche, dans le call, il te montre par A plus B que voilà, il va performer, que... C'est ça, ouais. Tu vois. Ok. Et l'erreur à ne pas faire, je te dirais d'être un peu trop je m'en foutiste, peut-être. Tu vois, pour moi, juste l'erreur à ne pas faire, c'est qu'on n'ait pas l'impression que tu t'en fous, tu vois. Qu'on n'ait pas l'impression que pour toi, ça représente une opportunité sans plus, quoi. Mais si on voit que c'est vraiment important pour toi, nous, ça va nous donner, en tant que head-off, envie de t'aider, envie de te prendre dans la team. Quand on voit que tu portes de l'importance à ça, on va se dire, si tu y portes de l'importance, je vais vraiment considérer quand même ta candidature plus au sérieux qu'un mec, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Tiens. Tu vois. En gros, tu vas te dire, lui, je vais lui donner mes leads, il va s'assurer de les follow-up, il va s'assurer de les appeler, il va bien show up au truc. Il va être déter, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, aujourd'hui, si tu devais repartir de zéro dans le closing pour te refaire? Tout pareil. Challenge. Tout pareil, challenge. Non, mais si j'ai la même chance, tu vois, challenge, direct, c'est tellement formateur, un challenge. Même si tu bouffes du leads. Moi, mes mecs, pendant le challenge de Yomi, mais... j'ai eu du leads, mais voilà, je sais pas si ça on le dira pendant le podcast, mais j'ai eu des leads, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient au Bénin, ça les appelait, ils me disaient, moi j'ai mis toutes mes économies dans le truc.
Mais même moi, ça humainement, impossible que je l'obsède, tu vois. Donc c'était vraiment purement de l'XP, quoi. C'était que de l'XP, que de l'XP. Et ça, tu retrouves ça qu'un challenge. C'est qu'un challenge où tu as un agenda qui est full. Tu fais 9h-22h pendant 10 jours, enfin pendant un mois même. Ça, c'est qu'un challenge que tu fais ça. C'est pas sur du evergreen, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Donc je dirais, ouais, challenge. Vous me donnez tous envie là de faire du challenge. Ah, mais ce serait une bonne expérience pour toi. Hein. Tu sais que j'ai fait des webinaires. Hein. Ouais, webinaire. J'ai combiné en vrai de vrai. Ma plus grosse expérience, on va dire, c'était je pense en octobre. J'ai fait 3 webinaires. Yes. J'ai fait 3 webinaires et une offre stable en même temps. Et j'ai créé un mail. Je l'ai appelé Akram Accompagnement. Et comme ça, en fait, je me connecte dans un call. Là, je dois closer sur de l'acquisition. Je finis, je me connecte, je dois closer sur de l'Amazon FBA. Je finis, je pars sur du closing et je repars sur du scaling, tu vois. Et l'expérience, du coup. C'est insane. C'est insane. Genre, en vrai, tu finis la journée, t'es en mode. Soit t'es trop content, soit t'es trop fatigué, en fait. Ça, c'est super up. T'es là en mode yes. T'as accumulé de l'XP, ouais. Et ouais, je me rappelle à la fin de les journées, quand je faisais des journées. Je crois que la plus grosse journée, j'avais fait genre 6 closes, un truc comme ça, tu vois. 6 closes, donc j'avais fait en com, je sais pas, ça représentait peut-être 2K, tu vois, ou 1K2, 1K3 à l'époque. Je me disais, putain, j'ai fait 1200 une journée ou 1300 une journée, c'est pas mal, tu vois, quand t'es sur du business digital. Donc à la fin de la journée, par contre, quoi qu'il arrive, si tu fais 9h-22h, même si t'as fait 6 closes, t'es crevé. Hein. Ouais. Moi, clairement, j'aurais accroché, j'allais me coucher, j'étais KO, tu vois. Direct. Mais je recommande pas de faire des horaires comme ça, 9h, 22h, en vrai, c'est très formateur, c'est cool, mais sur le long terme, tu tiendras pas, tu vois. Et puis t'as pas de vie. Au final, t'échanges tout ton temps contre du call, donc c'est pas forcément intéressant, tu vois. Ok. Toi, qu'est-ce que tu dirais à un closer enfin, à quelqu'un qui veut se lancer dans le closing et qui hésite encore? Un commercial, par exemple, qui travaille en CDI, quelqu'un qui est dans le salariat, qui regarde ce podcast et qui hésite vraiment, qui hésite à se lancer dans le digital, devenir closer. Je lui dirais qu'il faut qu'il soit préparé, tu vois, que c'est pas facile. Tu vois, je vais pas te dire, ouais, lance-toi dans le closing, tu vas faire 5K demain. Non, c'est pas vrai. C'est pas facile, c'est un vrai marché, donc il faut que tu te prépares mentalement à le faire. Maintenant, à partir du moment où tu es prêt, tu es sur tes appuis et que tu t'es déterminé, bah, tu jouis d'une liberté géographique que tu n'as pas quand tu es CDI, tout simplement. Tu as des coms qui sont attractifs aussi, tu es beaucoup plus libre en fait. Tu es beaucoup plus libre et les commerciales sont très bons. Hein. Moi, j'ai des. Il y en a qui sont un peu moins bons parce qu'il faut désapprendre des trucs et réapprendre des nouvelles choses. Ouais. Mais je connais des closers qui sont d'anciens commerciaux qui sont très très bons, ils ont déjà un package, ils connaissent déjà les techniques de vente. Toi, tu étais commercial aussi avant, il me semble, non ? Ouais, j'étais commercial. Ouais. Donc, tu vois, ça t'apprend quand même beaucoup de choses. De ouf. Et puis moi, ce qui me faisait chier, en fait, c'est que j'étais plafonné en vrai de vrai. Genre. Bah oui, t'es plafonné, bien sûr, ouais. T'es commercial, t'es plafonné, et puis t'es pas payé à ta juste valeur, je trouve. Alors que dans le closing, ok, si je décide de prendre 10 calls aujourd'hui, je sais que je vais bien être payé parce que j'ai décidé de charbonner la journée. Alors que quand t'es commercial, même si tu bosses plus que les autres, au bout d'un moment, t'es plafonné, quoi. Ils te plafonnent tes coms. C'est clair. Ils te laissent pas faire ce que tu veux pas partir en vacances. C'est clair. Donc, si tu veux la liberté géographique, lance-toi. Alright, ok. Est-ce que c'est quoi ton mot de fin, on va dire? Est-ce que t'as une dernière phrase, un dernier mot à dire à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Croyez en vous, soyez déterminés. Si vous voulez réussir quelque chose, vous le pouvez, mais mettez-vous dos au mur. Pas de plan B. Ça, c'est ce que dit mon frère, il n'y a pas de plan B. Un seul plan A. Et puis ouais, ça devrait bien se passer. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc faites les choses sur le long terme. Et encore une fois, qualité avant quantité. Donc focus sur la qualité, vos skills que vous avez en closing. Formez-vous ou pratiquez énormément sur le terrain pour arriver avec une base solide et de l'expérience. Alright, tu l'as bien entendu, Big Man. Je vais vous mettre le Instagram de Hugo. Lui cassez pas trop la tête avec les candidatures. Il va bien filtrer. Préparez-vous, franchement, pour ceux qui veulent postuler au challenge, etc. Préparez de bons CV, d'école, etc. Sinon, ça sert à rien en fait de postuler si vous n'avez pas de call, vous n'avez pas de CV, pas d'expérience, vous n'êtes même pas formé, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour ceux qui ont de l'expérience, vous pouvez postuler directement. Ouais, très important ça. Ce que tu dis, je rebondis vite fait, c'est facilitez-nous la tâche. Tu te rappelles tout à l'heure, tu te demandais qu'est-ce qui fait qu'on prend un closer. Ouais. Bah, c'est ce qu'il avait fait ton closer. C'était facile pour moi. J'avais
2-3 calls, un call objection, un call truc. Ouais. Alors vraiment, je l'ai cramé, il avait un haut de RP. Je lui ai dit, mais attends, mais ça, c'est un RP. Mais c'est bien, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tu vois, il a essayé de. Il est déter. Il est déter, tu vois. Donc, j'ai bien aimé. Mais ouais, donc un truc vraiment bien clean, tu vois, où tu facilites la tâche au head-off, où il n'a pas besoin de te demander telle info, telle info. Tout est centralisé au même endroit. Ça, pour nous, c'est cool, tu vois. Ça montre que c'est préparé. Ok. Si tu regardes cette vidéo, envoie-moi un DM sur Instagram. Je vais t'envoyer un template du CV. Bien évidemment, tu vas pas faire le même que mes élèves, mais je te l'enverrai. Comme ça, tu peux t'inspirer de ça si tu n'as pas encore fait de CV. Effectivement, en fait, il faut faciliter Le boulot. la tâche, le boulot. Ok, bah écoute, merci beaucoup C'était un plaisir, Akram. Hugo. À Barcelone aujourd'hui, les gars, donc Voilà. on vous laisse. Ciao, ciao. Ciao la team.